Il est 8h17, Pierre de Villeneuve. Benjamin Griveaux, candidat à la candidature LREM à la mairie de Paris, est votre invité, David Doucan. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour David Doucan. La situation se durcit encore plus pour les automobilistes. À partir d'aujourd'hui, si vous disposez d'une voiture avec une vignette critère 4 ou plus, vous ne pouvez plus circuler dans Paris entre 8h et 20h en semaine, du lundi au vendredi. Il y a aussi des interdictions en petite couronne dans l'agglomération parisienne. Il y a un problème là quand même. Il y a un problème, c'est qu'on a le sentiment que les contraintes liées à la transition écologique, c'est pour les pauvres. Les plus fortunés de nos concitoyens qui ont des belles voitures modernes, ils peuvent rouler autant qu'ils veulent. J'étais il y a 2 mois au service de pneumologie infantile de l'hôpital Trousseau avec le professeur Jocelyne Just qui a signé une tribune la semaine dernière dans Le Monde avec une centaine de médecins. Nos villes fabriquent des handicapés respiratoires à vie. On ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, la transition écologique, elle coûte cher. Et l'année qui vient de s'écouler en a été la démonstration. Donc il faut pouvoir accompagner. Elle coûte cher aux plus pauvres. Elle coûte cher aux plus pauvres. Avec les primes à la conversion qu'a mis en place le gouvernement. Ça, c'est pour les particuliers. Accompagner aussi les professionnels. Oui, puisque ces limitations vont impacter les artisans. J'entendais à votre antenne Emmanuel Grégoire, premier adjoint de Madame Hidalgo à la ville de Paris. Si on n'accompagne pas les artisans et les commerçants avec une prime à la conversion pour les professionnels, et on peut y travailler, moi j'en ai fait cette proposition, on peut y travailler pour leur permettre de continuer à venir dans Paris. Parce que pensez qu'à Paris, on va pouvoir acheter des locaux, louer des locaux commerciaux pour y mettre de la plomberie, des couvreurs, des plaquistes, des carreleurs, des cuisinistes. Franchement, il ne faut pas bien connaître la ville de Paris et les prix qui y sont pratiqués. Moi, je ne veux pas que Paris se referme sur elle-même. Je veux qu'on puisse continuer à y venir et à y travailler. Et j'ai formulé une autre proposition très concrète, l'interdiction à horizon 3 ans, en discutant, en dialoguant, en travaillant avec les autocaristes, des autocars de touristes à diesel. Ils sont 1500 à 2000 par jour dans les rues de Paris. Ils provoquent des embouteillages, de la pollution sonore, de la pollution visuelle. Et bien voilà un élément très concret qui permettra de garder des touristes. Rome a réussi à le faire. Je suis certain que si Rome a réussi, Paris peut y arriver. Une proposition qui cible une entreprise, le business avec ces autocars, mais vous ne me répondez pas sur ceux de nos concitoyens qui sont en difficulté. À horizon 3 ans. Benjamin Griveaux, vous nous parlez des primes à la conversion. Les critères sont très contraignants et les montants ne sont pas forcément à la hauteur, c'est au maximum 5 000 €. Mais vous savez que ce qu'avait prévu le gouvernement... Ça concerne en réalité peu de monde, vous savez que ce qu'avait prévu le gouvernement sur les primes à la conversion, les Français se sont emparés de ce dispositif, puisqu'on est x2 ou x3 par rapport à ce que nous avions prévu lorsque la prime a été mise en place. Que la transition se fasse difficilement, c'est un fait. C'est vrai. Et il faut aussi pouvoir, et c'est tout l'objectif de la loi sur les mobilités qui vient d'être adoptée, investir dans les mobilités du quotidien. Vous savez, pendant des années en France, pendant des décennies, on a mis beaucoup d'argent dans le TGV. Le TGV, c'est 200 000 personnes par jour. Les mobilités du quotidien, c'est-à-dire les RER, les TER, les Transilien, c'est 4,5 millions de personnes par jour. Nous, on va mettre l'argent là où les gens en ont besoin, sur les transports du quotidien et les transports collectifs. C'est aussi un bon moyen de créer une alternative à la voiture. Alors parlons d'une autre nouveauté de ce 1er juillet 2019, c'est le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Que dites-vous à tous ceux de nos concitoyens qui ont acheté un petit appartement pour construire un capital, pour avoir un petit peu de revenus en plus? Ils ne sont pas forcément tous extrêmement riches. Tant pis pour eux. Je dis pas tant pis pour eux. Ce que je dis, c'est que Paris est une ville qui est en train de se vider de ses classes moyennes. On a perdu 60 000 habitants en 5 ans. Et donc je dis à ces petits propriétaires, une ville qui perd ses classes moyennes, une ville qui perd ses habitants, une ville, dans ma circonscription, dans le 3e arrondissement, le cœur de Paris, il y a une école qui a fermé. Pas une classe, une école. Une ville qui se dépeuple, qui perd ses habitants à la fin. C'est une ville où il ne fera plus bon vivre et où donc il ne fera plus bon être propriétaire. Il faut permettre à ces classes moyennes de rester à Paris. Qu'est-ce qu'on a à Paris? On a un problème très simple. Il y a un marché social qui est présent, qui permet à des milieux populaires, à des gens qui ont des revenus modestes de vivre à Paris. Et puis il y a le marché libre. Sauf que quand vous n'êtes plus éligible au marché social, vous tombez dans le marché libre. Vous pouvez avoir été augmenté de 15 ou 20% dans votre salaire parce que vous changez de job. Le problème, c'est que votre loyer, lui, il fait plus 100%. Et donc vous ne pouvez pas tenir. Et c'est souvent le cas. Quand on a même à Paris un premier enfant, on dit souvent on campe, et au deuxième enfant on déménage. C'est ce qui est en train de se passer. C'est aussi ce que je dis à ces propriétaires, parce qu'il y a des grands fonds, et là c'est autre chose, ce sont des gens qui spéculent sur l'immobilier, mais il y a aussi des petits propriétaires. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où les habitants restent, où les écoles ne ferment pas, et on a des services à la population. C'est ce à quoi je vais m'atteler dans les mois qui viennent. Donc à eux de faire un effort sur leurs revenus locatifs, c'est ce que vous dites, pour l'intérêt général de la ville. Mais c'est votre position. Vous le savez, les loyers, moi je suis arrivé à Paris en 1995, les prix de l'immobilier ont fait x4 ou x5, les salaires n'ont pas fait x4 ou x5. Bien sûr. Une réaction à cet événement d'actualité qui a beaucoup
ému. L'évacuation de militants écologistes sur le pont Sully à Paris, c'était vendredi, avec usage d'aérosols lacrymogènes par les CRS. Que dites-vous de cette intervention? Est-ce que vous considérez, comme beaucoup, que l'usage de la force était excessif? D'abord, moi, je me suis posé des questions quand j'ai regardé cette vidéo, qui est une très longue vidéo, puisqu'elle dure un peu plus d'une dizaine de minutes. 14 exactement, oui. Voilà. Et donc, on y entend, on y voit évidemment l'usage des lacrymos, on y entend les sommations en amont de l'usage des lacrymos. Moi, j'ai trouvé que la réaction du ministre de l'Intérieur était la bonne, à savoir une réaction rapide, à demander une enquête au sein de la compagnie républicaine de sécurité, et puis un rapport au préfet de police, et donc on attend l'établissement de ce rapport. Mais vous, pour vous, pardon, mais il y a un blocage de la circulation. C'est la liberté de circuler. Il y a un blocage de la circulation. Est-ce qu'ils n'ont pas finalement fait que restaurer l'ordre? Quel est votre sentiment là-dessus? Vous le savez, je ne suis pas défavorable à ce que l'ordre public règne sur la voie publique et qu'on ait un usage proportionné de la force face à certaines manifestations. Je crois qu'il est important d'attendre le rapport du préfet de police qui nous dira si l'usage de la force était proportionné. Alors l'ordre public à La République En Marche aussi. Vous êtes nombreux à vouloir remplacer Anne Hidalgo au poste de maire de Paris, Hugues Rançon, Anne Le Breton, Mounir Majoubi, Cédric Villani, qui fait jeu égal avec vous dans le dernier sondage la semaine dernière. C'était déjà le cas en septembre dernier. Il fait jeu égal avec vous. Finalement, je vous pose la question parce que vous passez tous un grand oral devant la Commission nationale d'investiture la semaine prochaine. Le 9 juillet. Le 9 juillet, avec une décision qui devrait intervenir le lendemain. On n'est pas entièrement sûr, mais je vous pose une question toute simple. Finalement, pourquoi pas lui? Pourquoi vous et pourquoi pas Cédric Villani? Mais je vais vous dire, c'est aussi la raison pour laquelle on a une commission nationale d'investiture. Moi, je ne crois pas que les sondages doivent départager qui que ce soit à un an d'une élection. Les sondages encore récents sur les élections européennes nous ont donné beaucoup d'enseignements sur la fiabilité des instituts. Et donc, s'il y a bien une chose dont il faut se méfier à un an des élections, ce sont les sondages. On a une commission nationale d'investiture qui a fait un très bon travail. Elle a permis à d'excellents députés d'émerger, d'être élus députés. Hugues Rançon, Cédric Villani, Mounir Majoubi. Et moi-même, on a été choisi par cette commission nationale d'investiture il y a 2 ans. C'est un bon mécanisme qui permet de faire émerger des talents et qui permet surtout de mettre de côté les batailles d'ego qui, je crois, n'intéressent pas les Parisiens. Moi, quand on m'interpelle dans la rue, on parle de propreté, on parle de transport, on parle de sécurité, on parle de loyer trop cher, de logement, mais on me parle assez peu des guerres d'ego. Donc nous, on a choisi de mettre la bataille sur le terrain des idées. Chacun fait des propositions et c'est une bonne chose qu'on ait de nombreux talents à La République En Marche, parce que dans le sondage que vous évoquez où je fais jeu égal avec Cédric Villani, il y a aussi Mounir Majoubi qui est devant et qui devance Anne Hidalgo avec 22%. Exactement. Et donc vous ça êtes à veut dire qu'on a Cédric Villani, pour préciser. Exactement. Ça veut dire qu'on a des talents, qu'il y a une demande, une envie d'alternance à Paris, qu'on va porter ces projets. Et je vous le dis, nous serons rassemblés et réunis, quelle que soit l'issue de cette commission nationale d'investiture. Chacun a eu l'occasion de le dire et de le rappeler à maintes reprises. Vous avez cette certitude, mais on peut en douter quand on observe le déroulement de cette désignation, puisque vos adversaires, quasi unanimement, mettent en cause la sincérité de la commission nationale d'investiture. Ils semblent douter de son indépendance vis-à-vis de vous, parce que, on le sait, vous êtes très proche du patron du parti, qui est Stanislas Guerini. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais d'abord, Stanislas Guerini ne siège pas dans la commission nationale d'investiture. Ça n'est pas moi qui en ai fait la composition. Je vais vous dire, chacun se rendra devant la commission nationale d'investiture. C'est donc la preuve que la procédure, elle convient à chacun. Sinon, il boycotterait. Et ensuite, nous nous rassemblerons. Parce que, par-dessus tout, nous souhaitons porter une alternative à la manière dont la maire de Paris a géré la ville ces dernières années. On veut remettre de l'ordre dans l'espace public et on veut rendre aux Parisiens le plaisir et la fierté de vivre à Paris. Est-ce que vous savez, Benjamin Griveaux, si le président de la République vous soutient? Ce que je sais, c'est que le président de la République était au Japon, qu'il est à Bruxelles et qu'il a sans doute d'autres chats à fouetter et qu'il prépare un G7 qui va être un G7 important pour la France. Et je vous le dis, moi, ce que j'ai cherché à bâtir depuis des mois, c'est d'avoir un soutien large au sein du mouvement, au sein des marcheurs parisiens, mais aussi auprès d'autres formations politiques que les nôtres. Et je me réjouis, par exemple, que Éric Azir, le président du groupe UDI au Conseil de Paris, ait fait la démarche de vouloir s'associer à la démarche que moi j'ai engagée. Et d'autres viendront bientôt. Bon, vous n'avez pas répondu. C'est cela, moi, qui m'importe. Ma question, c'est est-ce que vous savez s'il vous soutient? Pas est-ce qu'il vous soutient, mais est-ce que vous avez des échanges avec lui? Je n'ai pas l'habitude de parler de mes échanges avec le président de la République et donc je ne vais pas rompre cette pratique qui est la mienne depuis maintenant plus de 2 ans. Vous connaissez Carola Rackete, qui était la capitaine du navire Sea-Watch 3. Elle a accosté de force, de manière illégale, à Lampedusa en Italie. Elle est en résidence surveillée. Elle risque 10 ans de prison. Qu'en dites-vous? Que sauver des vies, ce n'est pas un crime.
que l'accueil des personnes en détresse, quand on est en Europe, c'est un droit inaliénable. Et que cet énième épisode et cette énième instrumentalisation par messieurs Salvini et consorts démontre l'impérieuse nécessité pour l'Europe d'apporter une réponse de solidarité ensemble. Et je le dis, les élections européennes, M. Salvini et Mme Le Pen ne les ont pas gagnées. Ouais. Ça n'est pas leur vue sur cette question migratoire qui l'a emporté. Le problème... Est-ce que ça veut dire qu'on accueille la totalité sans vérifier les demandeurs d'asile, les migrants économiques? Bien sûr que non. Mais en revanche, ça veut dire qu'on mettra des moyens sur Frontex. Ce sont des gardes-frontières européens. Et cela, nous le ferons parce qu'au sein du Parlement européen, le groupe central, c'est celui constitué notamment par La République En Marche. Nous allons devoir arrêter cette interview, Benjamin Griveaux. Le problème, c'est que Christophe Castaner avait dit à l'époque que les associations humanitaires se rendaient complices des passeurs. Donc c'est difficile pour vous de défendre sauver des vies, je le rappelle, ce n'est pas un crime. Merci à vous, Benjamin Griveaux. Merci David Doucan.